Incroyable. Bon, je vais introduire ou t'introduis? Je te laisse introduire. Tu veux que j'introduise? Non. Bon, faut qu'on soit le plus naturel possible. C'est parti. Premier podcast avec Baptiste Cheval. C'est une sacrée expérience. Je peux vous assurer que le décor est presque impressionnant. Mais je pense qu'on va avoir plein de choses à se dire. On va peut-être commencer par se présenter parce que vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'ils font ces deux-là en train de tourner un podcast dans Paris en venant de la Normandie profonde et nous voilà nous retrouver. Les deux pécores. Ouais, on se retrouve là en train de tourner un podcast. Donc on va se présenter, on va vous expliquer un peu ce qu'on a envie de vous raconter. On a à peu près 1 heure, donc on a le temps de vous dire plein de choses. Et puis let's go, vas-y. Alors, Baptiste, je vais l'appeler mon chéché de temps en temps, mais c'est Baptiste Cheval, son nom de famille, d'où le mon chéché, mais vous ne arrêtez pas. Et le centaure. Et le centaure, ouais, voilà. Exactement. Vas-y. Bah écoute, en fait, qu'est-ce qui nous a amené là aujourd'hui? Tout simplement, Hugo et moi, on se connaît depuis des années, on a grandi plus ou moins dans le même patelin. Donc on s'est rencontrés au lycée et on est devenus potes. Il me semble à la base on s'était tous les deux fait larguer par notre meuf. C'est vrai. Alors qu'à la base on se parlait pas du tout. On était en première, non? Non, en seconde. En seconde. Et ouais, on s'était fait larguer par notre meuf, donc on était tous les deux dans le fond de la classe en train de s'apitoyer sur notre sort. C'est vrai, je me rappelle de ça. Et c'est ça qui nous avait rapprochés, je me souviens. Ouais, on était déjà très différents. Mais totalement. Totalement. C'est-à-dire que moi, je viens quand même de Condé-sur-Noireau. Condé-sur-Noireau, c'était la ville populaire où personne n'était fier dont personne n'était fier de venir. Ouais. Si tu disais que tu venais de Condé-sur-Noireau, tout de suite, c'était toi, soit t'étais un gitan, soit t'étais un gros pecno, soit t'étais. Voilà. Et Baptiste, t'es souvent petite lacostéenne. C'est vrai qu'il fut une époque. Moi, j'étais déjà petit peu. Non, parce que j'avais pas assez d'argent pour m'acheter du Lacoste. Hein. Mais je mettais je venais avec des. Pour vous dire, c'est encore pire. Je venais avec des joggings de l'AS Saint-Etienne. U17, oui. Non pas parce que j'aimais Saint-Etienne, hein. Tout simplement parce que j'avais pas de thunes et que c'était des fringues qu'on me filait parce que j'avais un oncle qui jouait pour l'AS Saint-Etienne. Ah oui, c'est vrai. J'ai plein de jogging, en fait, je m'habillais en jogging dégueulasse. Ouais. J'ai pas de goût, mais par le destin, parce que je me suis fait virer du public, donc j'ai fini dans le privé. Par le destin, nous nous sommes rencontrés et c'est rigolo, mais à la base, je pense qu'on avait pas grand chose à voir, mis à part le fait qu'on venait d'un patelin quand même très éloigné, on est devenus amis et on s'est vite. Et voilà. Mais je crois qu'on s'est vite rendu compte du coup lors de cette première rencontre. Je crois qu'on était en cours d'histoire géo. Baptiste me parle du fait qu'il s'est fait vulgairement larguer par sa copine et il se trouve que cette fameuse copine était ma voisine et donc forcément les discussions étaient déjà faciles au premier abord. Moi, je venais du coup du même patelin de sa copine, c'est la pleine campagne, qui est ma femme actuelle, les gars. Je tiens à le préciser. Faut toujours garder espoir. M'avait largué pour je ne sais plus quelle raison. J'ai fait Cupidon pendant un bon moment. T'avais fait Cupidon, t'avais t'avais bien rangé. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ma femme. Ça fait maintenant 11 ans que c'est ma femme, même plus je crois. Ouais, vous êtes mariés depuis... depuis des années, et puis on est en couple depuis qu'on a 15 ans. Donc au moment où on s'est rencontrés en fait. Au moment où on s'est rencontrés, c'est ça. Voilà. Et donc on s'est suivis du coup au lycée, donc en Normandie, et puis moi, en fait, il se passe que mes parents ont décidé de quitter la région normande. Donc à ce moment j'ai 18 ans et pour ma part je décide de poursuivre mes études. Je suis accepté nulle part post-bac, ma foi, grande désillusion parce que pour le coup Baptiste aimait pas trop l'école, moi ça m'a jamais trop, l'école m'a toujours quand même assez plu. J'étais pas mauvais élève, mais post-bac je suis refusé partout sauf dans une jolie ville qui s'appelle Poitiers, où j'ai rencontré ma copine actuelle. On n'est pas encore mariés, mais c'est tout comme c'est ma femme quand même. Et du coup, je suis parti à Poitiers à mes 18 ans. Donc, on s'est perdu de vue à ce moment-là. Et pourquoi on vous raconte tout ça, c'est qu'aujourd'hui, avec Baptiste, on s'est retrouvés à Paris, mais il s'est passé
plein de choses depuis la Normandie. Donc l'idée, c'est de remonter un peu le temps et de vous expliquer en quoi aujourd'hui on a un peu le même style de vie sur pas mal d'aspects avec Baptiste, puisque Baptiste est champion de boxe. Pour ma part, je suis champion de rien du tout. Mais alors rien du tout. Mais par contre, t'as une entreprise qui marche bien, qui commence à marcher. On va pas dire qu'elle marche bien, mais en tout cas, je peux prétendre à vivre de mon activité en tant qu'entrepreneur. Et puis, en fait, ce qui nous rassemble aujourd'hui énormément, c'est que ça soit Baptiste en tant que sportif de haut niveau ou moi à mon compte, on est engagé à 100% dans notre projet pro qui peut nous mener plus ou moins loin, mais qui demande beaucoup de sacrifices. On en a parlé avant de s'enregistrer, la notion de temps, la notion d'engagement au quotidien personnel nous fait qu'on a beaucoup de sujets de discussion qui nous rassemblent, parce que à l'âge qu'on a, c'est certain que la notion de sacrifice, quoi qu'il arrive, est bien présente. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a un peu de sacrifice quand même de fait pour... Totalement, en fait. Tu sais, je me souviens aussi de les gens nous regardaient en mode « Mais Baptiste, pourquoi tu traînes avec un mec comme Hugo ?» Et les gens te disaient « Hugo, pourquoi tu traînes avec un mec comme Baptiste ?» C'est-à-dire qu'on avait strictement rien à voir aux premiers abords. Ouais, mais... Et puis moi, j'étais... petite anecdote, j'étais le fils d'une enseignante du lycée. Et donc, ma mère avait tous mes potes qui n'en faisaient pas une à l'école. Moi, j'étais un peu le petit blondinet, toujours assidu. Qu'est-ce que tu fais avec un mec comme Baptiste ? Oui, parce que là, vous me voyez comme ça, je suis quelqu'un qui peut... Voilà, je suis quelqu'un on va dire, de droit, de carré. J'essaie d'avoir une bonne image. Je pense être quelqu'un de bien. Mais il fut un temps... grandi. Voilà. Il fut un temps où j'étais ce petit con qui faisait n'importe quoi, qui faisait que des conneries, faut dire la vérité, qui répondait aux profs, bien que j'étais jamais non plus été quelqu'un de mauvais avec les profs. Ouais, pas mauvais. T'avais pas le fond méchant. Voilà, j'ai jamais eu un fond méchant, mais je n'en faisais pas une en cours. J'avais cette image qui me collait à la peau, un peu du cancre, de la mauvaise fréquentation, et c'est vrai que ça m'a collé à la peau longtemps. En fait, même le fait que je vienne de Condé sur Noireau, que je me sois fait virer du public, et que j'arrive dans un établissement privé catholique, en fait, tout de suite, quand je suis arrivé là, j'étais pas dans mon élément, ça s'est vu tout de suite. Moi aussi, j'étais un peu en rejet de ça, donc évidemment, je faisais pas d'effort d'intégration. On s'est mis à traîner ensemble. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on se retrouve maintenant avec après des années, on s'est jamais lâché, parce qu'à chaque fois, on a toujours continué de se voir, que ce soit à Poitiers, quand t'es venu me voir boxer. Dès qu'on avait un moment, on s'est vu au ski. On a toujours gardé des liens. Et aujourd'hui, ça prend sens. Pourquoi on traînait ensemble à cette époque-là ? Et pourquoi aujourd'hui, regarde, on est encore ensemble. Alors en fait, on avait l'aspect de ce qu'on pouvait représenter à la rigueur à ce moment faisait qu'on était très différents. Par contre, clairement, on se forçait pas dans le sens où on avait les mêmes racines, on avait les mêmes valeurs sans s'en rendre compte. À cet âge-là, les valeurs, quand je sais pas ce que vous allez en penser en nous écoutant, les valeurs, etc. au lycée, bon. C'est presque secondaire. À notre âge, ça compte beaucoup plus. En tout cas, pour ce qui est de moi et Baptiste, aujourd'hui, on préfère avoir des gens autour de nous qui sont complètement différents, mais qui nous ressemblent dans les valeurs. Et en fait, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, pourquoi on s'entend toujours autant et il y a zéro sujet. Vous voyez, pour le podcast, moi j'ai demandé à Baptiste qu'on puisse s'enregistrer ensemble, profiter éventuellement un peu de sa notoriété, c'est certain que j'ai pas. Inversement, moi j'ai un réseau autour de moi d'entrepreneurs qui peuvent lui apporter dans sa carrière, et en fait ça se fait complètement naturellement parce qu'on est presque frères dans le sens où bah voilà, ça fait des années qu'on se connaît, c'est plus de 10 ans, et que on se connaît, ça se fait, voilà, c'est ce socle de valeurs. Mais aussi, moi qui suis chrétien, voilà, j'en place une petite, je prends la providence, tu vois, et que en fait, il y a rien n'arrive par hasard. Tu vois, quand tu prends notre parcours, c'est quand même rigolo, et qu'on se retrouve aujourd'hui ici. Le fait que tu me dises est-ce qu'on pourrait se faire mais évidemment, on va se faire ce podcast. Je sais que derrière ça pourra tout ça. Il va se passer quelque chose, ça crée des choses. C'est pas pour rien qu'on est là, donc moi j'ai confiance en la providence. T'es quelqu'un de bien, je le sais très bien, je connais ta famille. Donc voilà, il y a tout cet aspect là. Et puis voilà. Et le temps fait les choses. Et donc c'était un peu le sujet sur lequel on voulait tourner autour. Le temps fait les choses dans le business.
et je vais du coup vous en parler de comment je suis arrivé du coup à cofonder Oscar aujourd'hui dans le sport et dans l'amitié. Parce que du coup, vous verrez que quand on part si vous êtes peut-être encore au lycée ou même au début de vos études supérieures, vous avez plein de copains, puis plus la vie avance, et ben vous gardez en fait soit l'amitié, mais l'amitié sincère, mais les potes qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, regarde, quand je parle de potes, je sais pas si tu te rappelles, mais 18 ans, j'avais loué une salle des fêtes, je crois qu'on était une centaine de jeunes. Peut-être, ouais, peut-être. C'était à Saint-Hilaire de je sais pas quoi. Bref, mais tu vois, on avait beaucoup de potes. Ouais. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'amitié, c'est le temps aussi. L'amitié, c'est le temps, c'est une vision commune. C'est-à-dire que moi, demain, j'ai plein d'amis. J'avais plein d'amis, évidemment. Ouais. Si demain, on n'est pas aligné sur beaucoup, comme on disait, tous ce socle de valeurs communes et de vision aussi, si moi, j'ai un mec qui a beaucoup d'ambition, il peut pas rester ami avec un mec qui en a pas du tout. Non. Sinon il va tu vois, il va down. Donc en fait, on a besoin de on a besoin de ce truc d'une vision commune. Je garde des termes quand même, je reste en bon terme avec la plupart. Mais bien sûr. Mais en fait, il faut s'entourer de gens qui ont le même mindset, pour reprendre un vocabulaire dans Enterprise, tu vois. Ouais, en tout cas, dans ton quotidien, c'est sûr que c'est plus naturel. Après, dans l'amitié, le vrai amitié, c'est sans condition. Ah, mais je suis totalement d'accord. Moi, j'ai des copains de Normandie, j'en ai plus beaucoup, mais des vrais. On n'a pas du tout les mêmes styles de vie, mais c'est des valeurs de fidélité. Je suis d'accord, mais tu resteras ami avec eux, mais la relation va pas être la même. Exactement. Donc pour revenir pour enchaîner après notre lycée, du coup, raconte peut-être si tu veux l'espace de quelques minutes, on va dire jusqu'à ton départ de Normandie. Puis après on continuera sur, je sais pas ce que t'en penses, mais ouais, on peut et moi à l'inverse, je vais faire aussi après. Bah écoute, quand je suis parti du lycée, donc je suis allé faire mes études à Caen, donc la grande ville de la basse Normandie. Je suis arrivé là-bas, j'ai continué la boxe, mais aussi découverte avec la vie étudiante. En parallèle, j'ai fait n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé à picoler, bien que je le faisais déjà avant. Ouais, on faisait déjà on était. Mais j'ai commencé, tu vois, c'est la vie étudiante. Donc en fait, bien sûr. Tu sors du jeudi au dimanche, tu fais la bringue, t'es pas sérieux. En fait, la vie étudiante, elle m'a pas fait du bien, parce que j'allais même plus en cours, j'ai pas été sérieux du tout pendant presque 2 ans. Donc en fait, on était déjà des énormes fêtards. Quand on était. En fait, en Normandie. Sans en rajouter, mais je pense qu'on peut le dire. Moi, je m'en suis rendu compte après coup, tu vois, en rencontrant des gens moins fêtards. Ne dis pas qu'on est alcoolique. On peut le dire, on est alcoolique. C'est vrai qu'on était un peu des. Non, on n'était pas alcoolique, mais en fait, il n'y avait pas un week-end où on ne collait pas comme des porcs, en fait. Exactement, c'est vrai. Et en fait, pourquoi ça, c'est vrai. En fait, mais à coup de pas. Et aussi, pourquoi il faut comprendre aussi les choses, c'est qu'en Normandie, surtout dans nos campagnes, c'est traditionnel. C'est-à-dire que tu bois de l'alcool très très jeune. Toute ta famille boit de l'alcool. Mes parents étaient avec moi tous les week-ends. Mais oui, tu te rappelles? Mais on avait. T'es initié à l'alcool très très jeune. Pour t'en sortir, c'est très compliqué. C'est-à-dire, le grand-père il sort le calva à la fin du repas. T'as l'apéro à tous les repas. Donc en fait, très jeune, t'as cette relation avec l'alcool. Et après, quand tu. Alors de temps en temps, etc., c'est cool. Mais en fait, après, c'est parti en cacahuète aussi avec les copains. Parce qu'avec les copains, tous les week-ends, vendredi, samedi, c'était torpille sur torpille. Donc là, t'arrives du coup à la fac. J'arrive à la fac. Ça dure combien de temps ça dure 1 an et demi facile. Alors je continue de m'entraîner, j'étais sérieux à l'entraînement. Mais il y avait des moments où j'étais pas à pleine capacité, etc. Jusqu'à ce que je me blesse. Évidemment, quand tu fais les deux, il y a un moment où tu te blesses. En fait, ton corps il suit pas. J'avais une vie où je faisais la fioule tous les week-ends, en même temps je combattais. Donc ça allait pas bien ensemble. Je me suis blessé, ça m'a fait arrêter la boxe pendant 2 ans, mec. 2 ans. Pendant 2 ans de boxe totale. Complet quasiment. Pourquoi je pose des questions qui peuvent paraître c'est pas pour jouer le jeu, c'est qu'à ce moment-là moi je ne suis plus forcément régulièrement en contact avec toi. Je sais pas trop ce que tu fais de ta vie. Bah si, on s'est vu, on se voyait quand on était au ski, on s'est vu un moment. Mais on voyait que très rarement on échangeait un message ou deux sur les réseaux, quoi. Donc là t'es encore à la fac, tu finis par te blesser. Ouais, je me blesse. J'arrête la boxe pendant 2 ans. Je décide 2 ans de coupure, 2 ans, mec, t'imagines?
Ouais, pendant 1 an total. Après, il y a eu le Covid, etc. Tu vois. Donc, ouais. il y a eu en partie. La boxe, j'ai pas arrêté pendant 2 ans, mais en fait, il y a eu le Covid en même temps qui est intervenu. Ouais. Donc, en fait, ça m'a fait complètement arrêter les combats pendant 2 ans. Et tu le vis comment ça? Enfin, je veux dire, Écoute, tu sens que ça te manque, Ouais, bien as sûr. conscience Oui, que oui. tu t'es en train de Oui, parce qu'en plus, t'ennuyer. je devais combattre, si tu veux, pendant. J'avais un combat de prévu très rapidement après ma blessure. Ok. Et quand je m'étais remis, etc. Et là, boum, est tombé le Covid. C'était au Palais des Sports de Caen. Donc là, pareil, des illusions. Je dis purée, je me suis entraîné tout ça pour rien. À 1 semaine avant mon combat, on apprend que c'est annulé. Et après, pendant tout le Covid, je me suis entraîné sans pouvoir combattre. Donc ça, c'était très dur. Ok. Et quand j'ai repris, Ouais. ça faisait 2 ans et demi que j'étais pas monté sur un ring. Donc imagine. J'ai repris directement contre le numéro 1 Ouais, ou 2 français. et en plus, tu passes de. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle les catégories en boxe, mais en gros, de jeunes légers juniors, et t'arrives, Ouais. t'as 20 et quelques. Il y a 2 ans les mêmes combats, quand même. Hein, ouais. donc, et donc, je reprends. Je me souviens, j'en chie. Premier combat très difficile. Je perds le combat. Et je me dis, plus jamais je perds comme ça. Maintenant, c'est fini. Je me mets à fond. Et derrière, j'ai réglé tous les problèmes que j'avais. C'est-à-dire. Sortir tout le temps, faire la fête, etc. Je me suis beaucoup limité. Ouais. Et en fait, t'as ta passion de jeune qui t'a sauvé ou rattrapé au bon moment. Et puis entre-temps, je me suis converti aussi, converti entre guillemets, j'ai retrouvé la foi en Dieu. C'est plus tard? Non, c'est arrivé c'est arrivé pendant le Covid. Ok. Donc entre-temps, il y a eu ça qui m'a beaucoup aidé en fait. Ouais, moi, je suis en tant que chrétien, c'est vrai que avoir la foi, ça t'aide énormément dans tout ce que tu entreprends. Et ça m'a vraiment donné, ça m'a sauvé littéralement. Okay. Et donc j'ai perdu mon premier combat à la reprise et derrière, je me suis remis totalement en question. Je me suis dit, ok, maintenant, pourquoi j'ai perdu? Pour ça et ça. Manque de discipline là-dessus, machin, trop d'ego à ce moment-là, tac, je me suis fait vraiment prise de conscience. J'enchaîne 10 combats, 10 victoires. Dingue. J'arrive en finale des championnats, en demi-finale du championnat de France contre Moreno Fendero que je perds, combat très serré, mais que je perds alors que c'était le grand champion, etc. Donc là, je me fais plus ou moins repérer, les gens commencent à me connaître, etc. dans la boxe. Et après, sur des suivis, une belle carrière en France, jusqu'à ce que je me rende compte que malheureusement. En France, tu peux être champion de je sais pas quoi, de trucs, tu peux être même champion olympique. Hein. Ouais. Ouais, en effet. Ça paye pas. Mais juste, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je me souviens, moi, le seul combat que j'ai dû voir, c'était, tu te rappelles, t'étais venu à Poitiers en combat. Tu m'étais fait voler, tu te souviens? En boxe. Universitaire. C'est ma période où j'avais arrêté la boxe. Baptiste perd son combat parce que tu frappes trop fort. Voilà, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis fait éliminer parce que c'était 3 fois 1 minute 30, donc c'était en assaut. Et comme je n'étais pas licencié, et j'ai dû le faire en assaut, donc en fait, je pouvais pas faire de combat amateur, donc il fallait taper tout doucement. Enfin, c'était la touche, le combat à la touche. Et en fait, mais les mecs sont pas allés sur mes coups. Donc et au bout d'un moment, ils se plaignaient. Ils font pas de boxe, hein, les gars. Mais voilà. Et en fait, ils m'ont disqualifié parce que soi-disant, j'ai appuyé trop mes coups. Le mec était champion. En plus, il était champion de France universitaire, celui qui a pigné là, l'arbitre. Putain, j'ai tout ça. Mais pendant tout ce temps-là, t'as. Enfin, aussi. Ouais, tu t'entraînes pas, mais parmi les 10 combats, là, t'as rencontré le monsieur de Caen. Ou c'est après? Oui. Alors, j'ai déjà rencontré. Parce que ça parler de ça. Moi, ça m'a passionné ce truc. Ah, on peut en parler. Cette histoire est complètement dingue. Ce qui va suivre est digne du film Intouchable. Oui. Donc, le film Intouchable a été inspiré de l'histoire de Baptiste. mais presque, en vrai. En fait, si tu veux, exceptionnel, il y a eu ça. Ça a changé un peu ta vie, je pense. Littéralement, sur ma façon de penser sur plein de choses. Ouais. Quand j'étais à la fac, je vois une annonce sur Facebook, recherche profil sportif pour s'occuper de personnes handicapées, très bonne rémunération. Je dis, oh putain, j'avais eu un touchage, je me dis, ah ouais, ça a l'air stylé ça, tu vois. Ça sentait l'arnaque, je dis, c'est bizarre quand même ce genre de poste, c'est sur mon groupe Staps. Je postule, je réponds, machin, je reçois un message d'une personne qui s'appelait Antoine, qui me dit... les groupes Facebook, c'est le genre de truc qui... Voilà, tu crois qu'il t'arrive jamais... Et je reçois un message, bonjour, ok, on va passer un entretien, je vous explique la situation. Mon père a eu un double AVC. Voilà. Mon père a eu un double AVC. Il est paralysé, il est hémiplégique, donc paralysé de la moitié du corps suite à ce double AVC. On a une immense maison, un loft qui était une ancienne usine qu'on a aménagée exprès pour lui. On a juste besoin de quelqu'un qui puisse venir assister ma mère, donc sa femme, parce que c'est trop compliqué pour elle d'assumer. On a besoin de quelqu'un de sportif, de vigoureux, parce qu'il faut le lever, déjà, etc. Tout ce que tu racontes là,
Après, c'est ton tempérament, tu vois, on n'a pas le même tempérament. Mais moi, je pense que j'aurais pris presque peur, tu vois. Genre, je me serais dit, attends, accompagnement de personnes, enfin, t'avais jamais fait ça. On donne le décor, tu te dis, à mon avis, ça va être. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Un peu d'appréhension et tout. Ouais, mais à ce moment-là, tu sais, moi, j'avais besoin d'argent. Tout simplement, j'ai besoin de thunes. Deuxièmement, je vois le truc. Bonne rémunération, mec. Mais tu te dis, ouais. Ah ouais. Ensuite, bah écoute, je pense que encore une fois l'Esprit Saint et la Providence a fait que ça soit tombé sur moi parce qu'en fait ça a littéralement tout changé dans ma vie et que c'était une des plus belles expériences de ma vie. Vas-y, explique du coup après donc je postule, on arrive. Donc en fait il y avait plusieurs personnes qui ont été, comme dans le film Intouchable, plusieurs personnes qui viennent, qui sont interrogées par la famille. Donc moi j'arrive, je tape, grande porte qui s'ouvre automatique. Monsieur Cheval, nous vous attendions, asseyez-vous, etc. Je rentre dans la maison, l'ascenseur, la piscine dans le salon gigantesque. L'ascenseur ah ouais, je l'avais plus celle-ci. Des œuvres d'art partout, mais vraiment, c'est magnifique. La maison est gigantesque, une hauteur de plafond, 10 mètres de hauteur, tu vois. Donc, déjà, quand tu passes la porte comme ça. Tu passes la porte, tu dis waouh, des voitures de luxe aussi. Tu vois, c'est un collectionneur de voitures de luxe. Rolls-Royce, Aston Martin, etc. Cet effet ouverture de porte. Je l'ai eu quand j'ai passé le siège social de la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Chez un promoteur immobilier, je vais y revenir. Pareil, j'ouvre la porte, je sais pas combien de mètres de plafond, il y avait 4-5 étages, tu vois, au-dessus de moi, et tu viens pour un entretien, une alternance d'un job que tu n'as jamais fait. Et je me souviens que le côté porte, quand tu passes, c'est que tu t'attends pas au milieu dans lequel tu vas arriver, parce que c'est un peu ça. C'est ça, quand premier job, t'arrives dans un... Ouais, voilà. Et sachant qu'il y avait toute sa famille, moi je vais revenir mon truc. Je suis rentré, suivez-moi, toute la famille qui m'attendait autour de la table, qui avait sa fille, c'est pas marrant. Il y avait ses enfants, sa femme, Michel qui était assis dans son fauteuil roulant. J'arrive, j'avais 18 ans. J'arrive, je pose mes mains comme ça. C'est tout. J'avais les mains moites, putain. J'étais en t-shirt, en plus t-shirt. Tu sais, du Baptiste de l'époque. Hein. J'étais là, je suis arrivé, mais comme un gitan. Et en fait, le flip. Mais naturel, en fait, comme j'ai toujours été, c'est-à-dire. Alors, bon, évidemment, je suis pas dans mon milieu, donc forcément. Mais on parle, et puis la situation. Ils s'intéressent à toi aussi. Ouais, ils s'intéressent à moi. Ils ont de la famille à Avignon, comme moi j'avais de la famille à Avignon. On parle de plein de choses. Et en fait, ils voient que je fais que je suis boxeur. Ah, mais c'est intéressant, un boxeur, machin. On discute de plein de choses. Ça dure 1h30, je crois, l'entretien. Ça dure super longtemps. Et on parle on rigole, à la fin, vraiment à l'aise. Au bout d'un moment, je me dis, c'est bon, de toute façon, mets-toi à l'aise, je fais des blagues de beauf, tout ça. Mais en fait. Mais tu sais, c'est comme. En fait, voilà, je me suis relâché, je suis sorti. J'étais trop content, j'étais content de les avoir rencontrés. Tu vois, Michel qui écoutait avec attention, Michel, le monsieur qui avait son entreprise. Il avait 800 salariés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un chef d'entreprise qui avait 800 jusqu'à 800 salariés, qui était. Il a fait de l'import-export aussi de voitures de luxe, de vieilles voitures. Il faisait pas du caraving aussi? Si, il a fait ça. Il a eu une multitude d'entreprises. Il a aussi eu plusieurs campings. Donc, il a 11 campings, je crois, dans toute la France. Le mec il avait des sociétés, vraiment il était en place là. Il était en place et donc j'avais tout aménagé la maison et en fait il me demandait juste de venir 1 ou 2 fois dans la semaine pour aider sa femme. On faisait des activités et je l'amenais au golf, je l'amenais au ping-pong, au tennis de table, on allait dans sa piscine, j'avais rencontré son kiné qui m'avait montré des exercices à lui faire. Donc c'était comme ça, on a commencé comme ça jusqu'au jour un jour sa femme. T'as fait aussi le coup de la voiture, non? Ah bien sûr, oui. Genre, c'est pas bien ce que je vais vous dire, mais moi je n'avais pas le permis et je conduisais quand même. Donc je conduisais des Jaguars. Baptiste, c'est un revenant du permis. J'avais une Jaguar de fonction pour te dire, tu vois. Je conduisais un Jaguar. J'ai conduit la Maserati parce qu'il avait une quatreportée comme dans le film Intouchable. Il voulait la même que dans Intouchable. Malheureusement, elle était le coffre, son fauteuil roulant rentrait pas dedans, donc il a pris la quatreportée. Et en fait, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis au bout d'un moment, sa femme est tombée malade. Voilà, c'était trop compliqué pour elle, Martine. C'était très courageuse, très 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 courageuse, parce qu'attention, Michel, c'était quelqu'un qui était dur. Crois-moi, il était dur. C'est un chef d'entreprise, tu vois, c'est un mec qui fallait que... Voilà. Et en plus, avec son AVC, il avait eu comme il avait créé quelques tocs, etc. Enfin, je t'assure, même si demain je suis chef d'entreprise comme Michel,
Je peux te dire que j'ai pas intérêt de trop dur avec ma femme. Non, mais en fait, il était dur et en plus, avec l'AVC, ça a amplifié. Ah oui, donc, oui. Pour sa femme, c'était pas possible. Et d'ailleurs, je lui tire mon chapeau à cette dame-là parce que franchement, elle a vraiment tout fait pour son mari, qu'il soit dans les meilleures conditions. C'est beau ça. Ouais, franchement. Et puis, ils ont réussi à tenir une famille. C'est une famille franchement traditionnelle comme il y en a très peu. Les enfants, ils ont tous repris les boîtes. Il y en a un qui est à son compte, mais ces deux enfants, ils ont repris les affaires. Ils font ça bien. C'est vraiment une super famille. Moi, je les ai trouvés très. Et du coup, dans tout ça, parce que du coup, là, tu commences à prendre soin de lui. Tu vis au quotidien dans sa maison. Ah, c'est ça, c'est que du coup, il me propose il me dit, j'en peux plus. Ma femme en peut plus, Martine en peut plus, c'est trop compliqué pour elle, elle est tombée malade. Et si elle continue, elle est tuée, tu vois, au bout d'un moment. Est-ce que tu peux, voilà, rester avec moi, t'as tes appartements dans la maison, juste tu restes à temps plein avec moi, et puis sa femme elle a pris un appartement pour être tranquille, soignée, etc. Et là pour toi c'est changement de vie. Parce que tu travailles que tu maîtrises mais absolument pas. Être soignant du jour au lendemain. En fait, si tu veux, je lui ai dit ok, par contre, je fais pas les être soignant, etc. Il avait cette soignante le matin. Ok, moi j'avais compris que en mode. Ah non. Ah oui, ok. Moi je lui ai dit écoute, Michel, je lui ai dit non, moi tout ça, je peux pas. C'est un métier, tu vois. Ouais, mais je sais même pas si t'as le droit en plus. Non, j'ai pas le droit. Je veux dire, il avait besoin, donc moi j'étais juste là pour l'assister. Tu vois, tous les jours on faisait une activité. Tous les jours. Il me dit tiens, on va au golf. Le lundi, je l'emmenais au golf. Le lendemain, on allait au ping-pong. Ensuite, on allait dans la piscine. On faisait des exercices 2 fois dans la semaine. On allait à la piscine. Je le emmenais se balader. On allait à la médiathèque. On faisait plein d'activités comme ça. Et puis on rigolait. Putain, et on se faisait des sacrés gueuletons. Il me passait sa carte. Il me disait tiens, Baptiste, je veux ça. Moi, je cuisinais, tu vois. Donc ça m'a appris à me débrouiller aussi à cuisiner. Tous les matins, 6h30, j'étais debout. J'allais lui chercher ses médicaments. 6h30, je lui montais tous ses médicaments. Son petit déjeuner. Il fallait qu'il y ait ça. 2 sucres et demi. Attention. Encore. En vrai, c'est. Mais là, c'était des grosses responsabilités. Ouais, et c'est surtout, tu passes de étudiant, fête, lever 13h à. Exactement. Je te remets ta cuite et là. Et non. Et du coup, en fait, pendant ce temps-là, moi, ça m'a permis de pouvoir m'entraîner, parce que lui il faisait la sieste l'après-midi, j'allais m'entraîner. Le soir il allait se coucher assez tôt, j'allais m'entraîner. Je pouvais m'entraîner 2 fois par jour. Boum, c'était cadre de vie parfait parce que tout était réglé. On avait notre rythme avec Michel. Le matin à 7h, il y avait ça. Ensuite à 10h, il y avait ça. À midi, on mangeait. Après l'après-midi, on allait faire tel truc. Donc en fait, j'avais toujours beaucoup de trous. Et ben, pendant ces trous-là, ça me permettait de m'entraîner. Et puis on faisait nos trucs. C'était vraiment top. Et j'étais payé. J'avais un salaire. J'étais logé. J'étais bien logé en plus. Tu vois, j'avais ma chambre. Ma femme qui pouvait venir quand elle voulait. C'était une aventure. Et surtout, en fait, là où j'ai le plus appris et ce que ça m'a apporté le plus, c'était la relation que j'ai eue avec Michel. C'est-à-dire, il était là, fiston. Il m'apprenait la vie. Il adorait m'apprendre la vie. En fait, tu n'avais pas baisé là-dessus. En fait, tu as des rencontres comme ça quand tu es jeune. Enfin, moi, je capte ce que tu dis. En fait, je m'intéresse beaucoup aux gens à qui j'aimerais ressembler, tu vois. Et un gars comme Michel, au moment de ton mariage, il était là, je crois. Il est venu à la cérémonie. Ça se voyait qu'il y avait une relation très particulière, presque pas père-fils, mais je sais pas comment dire, ou en tout cas exemple de... D'ailleurs, faut que j'aille le voir, mon Michel. Si un jour, je pense qu'il verra ça. Mais... Ça se voyait que... Et moi, j'ai des hommes comme ça, à partir du... Non, même avant le lycée, parce que mon premier travail, j'avais 15 ans. Mon premier patron, tu vois, c'est un monsieur qui m'a marqué de pas mal de choses. Et en fait, toi, c'est Michel, mais je pense que quand on est jeune et qu'on s'intéresse aux adultes, aux adultes extérieurs, je pense que ça peut nous aider à grandir très vite. Dans le sens où, moi, je sais pas pourquoi. Des adultes qui ont réussi. Je sais pas si toi c'était pareil, mais moi, dès que j'étais gamin, je pouvais rester au bout d'une table. Genre, mes parents, mes grands-parents parlaient, et moi, je restais comme ça. Genre, et j'écoutais, j'enregistrais ce que les adultes pensaient de ce monde, tu vois. Et j'ai toujours été un peu comme ça. Je sais pas si toi, t'étais plus copain, peut-être que. Non. Ouais, les adultes aussi. Non, moi, j'écoutais aussi certains trucs, mais.
après, moi, j'avais mon cousin à table. On était là en mode, allez, on se dépêche, on s'en fout des vieux, là, on va jouer à Pokémon, tu vois. Ouais. Ou Non, mon cousin. En tout cas, des exemples comme Michel, Ben, c'est sûr que ça marque. en fait, c'est ça, c'est que ça te marque. Et en fait, alors, il y a des moments où on s'engueulait, hein. On s'engueulait parce qu'il était chiant. Et puis moi aussi, j'ai eu des moments, je me réveillais, j'étais fatigué, je me réveillais. On s'engueulait comme vraiment là, c'était comme un couple, là, pour le coup. Tu vois, c'était ouais, mon café, ce matin, machin. Je dis, ouais, c'est bon, tu me fais chier avec ton café, machin. Tu vois, c'était des trucs comme ça. Et après, on se réconciliait, des fois, on se faisait la gueule. Genre, on était au volant, il me dit, je me souviendrai toute ma vie. Il arrêtait pas de me faire des réflexions pendant que je roulais. J'en pouvais plus. Et là, il commence à toucher au truc. Je dis purée. Je dis mais arrête de toucher là, on va voir l'accident. Et au bout d'un moment, je vois un coup de frein à main. Je lui dis Michel, je te jure là, je vais te laisser ici. Je vais te laisser ici. Ah ouais. Là, et après, il se mettait comme ça, et puis il me faisait la gueule. Et puis après le soir, il me faisait une blague et après on repartait. Il me faisait goûter. Alors, il m'a aussi appris à déguster le vin. Alors, c'est un amateur de vin. Il adorait le Bordeaux. Donc en fait, il m'a fait déguster des vins. Tous les jours, pas tous les jours, on ouvrait une bouteille, c'est faux parce qu'il buvait un peu, mais toutes les semaines, on avait une nouvelle bouteille. Il m'apprenait, je me souviendrai toute ma vie, premier nez, deuxième nez. Il me faisait boire, tu vois, c'était. Après, on buvait un whisky le vendredi. Tous les vendredis, avant que je parte. Allez, on se boit un petit apéro. Et on refaisait le monde. On parlait de plein de choses. Et puis, il me disait toujours, tu comprendras plus tard. Tu sais, des fois, on partait en débat, il me regardait, tu comprendras plus tard. Ouais, c'est excellent. Il me faisait des signes comme ça, genre il me tournait les oreilles, il fait Baptiste, réfléchis. Et du coup, il te refait une éducation, une vision de la vie, quoi. Ah, mais bien sûr. Un truc beaucoup plus prometteur, en tout cas en termes de perspective, que ce que tu avais jusqu'à. Mais c'est ça, en fait. Si tu veux, quand tu grandis dans un milieu comme celui de Condé, par exemple, quand tu vois que tout est morose, déjà à Normandie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il pleut. 99% de l'année il pleut, d'accord. Bah ouais, sans en rajouter, c'est un peu ça. Voilà, mais il y a des coins en Normandie qui sont beaux. Mais Condé-sur-Noireau, c'est une ville où il y a un taux de chômage qui est extrême. Pour vous le dire, hein. On est classé 2025e ville des communes de moins de 8000 habitants. Sur 2050, on est 2025e ville la plus pauvre de France. Il y a un taux de chômage énorme. J'aime ma ville et je l'aime, mon petit Condé, mon village, hein, parce que c'est 4000 habitants, on peut appeler ça un village. Perdu, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien, c'est la merde. Moi, je travaille à l'usine. En fait, les perspectives là-bas, c'est travail. Il y a 3 usines qui n'ont pas encore fermé. Tu finis chef au maximum, tu finis chef d'équipe pour 1500 balles. Non, mais c'est sûr. Après, ça dépendait aussi. Enfin, moi, tu vois, j'ai grandi pas. D'ailleurs, j'ai été à Condé pendant un moment avec ma mère. À la ZAC. Quand mes parents ils ont divorcé, mais. Ça dépendait aussi des perspectives que tu avais autour de toi. Avec ma mère, j'ai jamais eu de pensée trop limitante. Enfin, ma mère avait déjà fait un petit peu d'études par le passé. Elle avait quitté sa campagne parce qu'elle a travaillé dès ses 20 ans en Angleterre, etc. Et du coup, moi, en tant que tel, je me voyais peut-être pas rester à faire à l'usine, tu vois, genre. Bien sûr. Ça dépendait de. Non, mais voilà, pas mal de choses. Mais toi, mais j'avais pas non plus. En fait, je me suis jamais mis de limite non plus. Mais en fait, t'es pas dans un cadre qui fait que tu vois, t'es pas dans ce cadre de dynamique. C'est la dynamique. C'est la dynamique. Et voilà, donc vas-y, je laisse finir. Non. Non, mais c'est. Enfin, pour rebondir sur moi, comment j'ai. Étape par étape, et je vais m'arrêter avant la création de Oscar, mais moi, pour le coup, mes parents ont divorcé et j'ai été éduqué par ma mère. Chez qui je restais, sauf que j'allais chez mon père un week-end sur 2, et aussi mon beau-père qui m'éduquait quasiment à temps plein puisque j'étais toujours avec eux, et ils avaient une vision de l'éducation de base qui était extrêmement différente. Ma maman, c'était fils, travaille à l'école, t'auras un beau métier et tout va bien se passer. Et mon beau-père, il s'est arrêté au brevet, il a fait un malaise au brevet. Il a simulé un malaise pour pas passer le brevet. Et il m'a toujours dit, Hugo, tu peux avoir les plus beaux diplômes que tu veux. Si t'es pas courageux, tu feras strictement jamais rien de ta vie. Donc, ce qui se passait, c'est que moi, dès le collège,
je faisais mes devoirs, ma mère me disait fais tes devoirs, etc. Bon, l'école, en plus, j'ai jamais eu de difficultés, donc ça me pesait pas. Par contre, j'avais un beau-père à la maison qui me disait mercredi après-midi, c'est tombe de pelouse. Samedi, on était 4, du coup, parce que j'avais ma vraie sœur et 2 demi-frères, demi-sœurs. Le week-end, c'est ménage, etc. Et pendant les vacances scolaires, dès nos 15 ans, moi, mon premier job, c'était nettoyer des cars à Tingebray-Bocage. Tiens, référence, parce que c'est un peu comme Condé, Tingebray, pour ceux qui connaissent, c'est costaud. Et je faisais du nettoyage de cars dès mes 15 ans. Donc valeur travail très forte. Et donc, j'ai fait ça en Normandie. Ensuite, j'ai fait Reaper, derrière les camions poubelles. Toujours à côté de l'école. Donc, pour ceux qui ne voient pas, c'est les... D'ailleurs, on doit les respecter, ces gens, très importants. C'est ceux qui ramassent les poubelles et qui balancent les sacs derrière les camions poubelles. Ouais. C'est très dur, comme j'ai failli arrêter au bout de 15 jours. Il faisait canicule, etc. l'été. Et j'ai fait ça pendant 2 saisons, à côté de l'école, encore une fois. Et mes parents partent à mes 18 ans. Et donc là, moi, je décide de poursuivre mes études classiquement. J'ai fait un bac ES et je vais à l'IUT. À Poitiers, puisqu'en introduction, je vous l'ai dit, je n'étais accepté nulle part, sauf à Poitiers. Du coup, j'arrive à Poitiers, IUT-GEA, donc gestion des entreprises et des administrations. C'est assez généraliste pour ceux qui veulent poursuivre dans le commerce, dans le milieu de l'entreprise en général. Et j'arrive à Poitiers, je rencontre... une rencontre... Non, avant ça, non. Je reviens avant ça. En Normandie, j'ai une autre expérience qui m'a quand même pas mal marqué. Un été, j'ai travaillé également dans le BTP. Et je vivais chez l'ami de mes parents, l'entrepreneur, qui m'avait pris pendant l'été pour travailler dans une boîte de BTP. Et en fait, j'ai vu sa vie d'entrepreneur à lui. Se lever à 5h30 le matin, rentrer à 20h le soir, l'impact qu'il avait sur ses collaborateurs au quotidien, l'impact que ça avait dans sa vie et tout. Et en fait, genre, je sais pas, il n'y a pas d'autre raison, tu vois, ça m'a attiré de dingue. Et je me suis dit, je pense qu'un jour, c'est ça que je veux faire, je veux être entrepreneur. Alors que il s'appelle Eric. Eric, il en chie au quotidien. Il travaille beaucoup. Après, c'est sûr que matériellement, c'est des personnes qui ont réussi, belle maison, etc. Mais ça avait rien de glamour parce que j'ai vu toutes les facettes du truc, tu vois. Genre vraiment le sacrifice du travail. Ce qui t'a attiré, c'est vraiment le côté, la puissance qui dégageait et son rapport le rapport qu'il avait aux autres, ce qu'il pouvait, la puissance, le côté puissance, tu vois, charisme, le truc, ok, j'ai un pouvoir d'action sur tout le monde, tu vois. Un peu la journée, du coup, t'es avec les collaborateurs sur le terrain, tu vois, au chantier, etc. Et en fait, tu vois l'impact ou en tout cas, que peut avoir l'entreprise sur leur quotidien et l'impact que peut avoir un patron qui est respecté sur ces collaborateurs-là et où ça peut mener les gens. Tu vois, j'avais des collaborateurs avec moi, ça faisait, je crois, 25-30 ans qu'ils étaient dans la boîte. Et je trouve c'est la première fois que je rencontre le milieu de l'entreprise d'aussi près, tu vois. Et le soir, avec Rico, je l'appelle Rico, à table, il me parlait de ses problèmes de chef d'entreprise et tout. Je me disais, mais en vrai, c'est une dinguerie. Genre, t'as des gens qui travaillent dans l'entreprise, tu vois, depuis des années, qui donnent leur vie pour la boîte, et t'as l'entrepreneur aussi, à un moment donné, qui lui donne ses tripes aussi. Et cette casquette d'entrepreneur-là, je me dis, mais c'est peut-être ça que je veux faire. Mais, ma foi, je me dis pas, c'est sûr, de toute ma vie, je vais être entrepreneur et tout. J'arrive à l'IUT et je rencontre un copain qui s'appelle Pierrot. Grosse fête, comme toi, un peu à Caen, tu vois. Moi, je faisais beaucoup la fête encore à ce moment-là, quasiment du mardi, mercredi soir jusqu'au minimum vendredi, tu vois. Je finissais le vendredi matin, j'étais bien serpillière, tu vois. Et je sais pas pourquoi, je rencontre le Pierrot qui était voisin de l'autre côté, enfin qui était mon voisin à Poitiers et qui était dans le même IUT que moi. Et on commence à parler autour de l'apéro de l'immobilier. Alors moi j'y connais rien. L'immobilier dans ma famille, personne m'en parle. Y a personne qui a investi dans ma famille, que ce soit mes parents, mes grands-parents ou quoi que ce soit. Personne qui a entrepris non plus. Pierre commence à me parler de l'immobilier. Et puis on se rapproche, on est devenu très 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 proche avec le temps. Et puis un jour, vraiment il est 4h du mat, on se regarde, on se dit on va acheter un premier appartement tous les deux. C'est vraiment comme ça que ça s'est fait, quoi. Faut qu'on achète un appart.
on trouve un appart et on commence à investir. Parce que, pour la petite histoire, les parents de Pierrot sont agriculteurs de métier, mais ont beaucoup investi dans l'immobilier. Et il me dit, mais Hugo, l'immobilier, mais t'imagines même pas. Genre, ok, ça peut paraître inaccessible pour le commun des mortels quand t'as pas d'apport, etc. Mais il me dit, non, mais mes parents, ils avaient rien, ils ont commencé avec que dalle, ils ont acheté première petite maison, le locataire, il les a pas payés, ils ont revendu, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait avoir, et puis après, ils ont acheté à La Rochelle, et c'est là qu'ils ont compris comment tu pouvais devenir riche avec l'immobilier et tout. Ils m'en parlent, donc moi, je commence à me dire, bon, ok, pourquoi pas. Et le temps faisant, on se dit ok, on va acheter un premier truc. Moi, j'y connais pas grand chose. Par contre, je commence à me dire bon, ok, moi, je suis quelqu'un qui a besoin à un moment donné de me rassurer pour faire les choses, tu vois. Donc, je me dis ok, il me parle de ça, mais moi, j'ai besoin de comprendre un minimum comment ça se passe. Et en même temps que je commence à me former, on commence à faire des petites visites immobilières. Et Pierre me dit Hugo, je sais où faut qu'on achète notre premier appart. Je dis bah où? Il me dit dans le Périgord. Ouais, il me dit Périgord, mec, dans ma tête, ça fait Normandie. Genre de grosse campagne, il y a aucun potentiel. Enfin, tu vois, genre Périgord. Tu connais le Périgord? Bien sûr, ouais. C'est vrai? Ouais, il y a les grottes du Périgord là-bas. Voilà, les grottes, tu vois. Est-ce que tu te dis, ouais, je vais créer un business dans le Périgord? Ouais, tu me parles du Périgord au début, je dis, oula, mon pauvre. Non. C'est pas, en plus, c'est dans la diagonale du vide, ça, le Périgord, non? Ouais, oui. Ouais, bah, c'est clairement, c'est à 2 heures à l'est de Bon, je Bordeaux. dirais parce que mon père a acheté une maison dans la Creuse. Ouais, mais alors là, c'est encore différent. En fait, du coup, le Périgord, même si c'est la pleine campagne, t'as des touristes toute l'année. Des Américains, des Australiens, des Chinois, même on a des Chinois dans le Périgord. En fait, parce que c'est tellement historiquement connu, notamment pour les grottes, le caractère médiéval de la ville de Sarlat qui est très connu, etc. Et en fait, t'as plein de touristes. Et Pierre, qui connaissait mieux l'immobilier que moi, et moi qui commençais à comprendre, il me dit Hugo, il y a des touristes toute l'année, ils payent hyper cher pour venir. Par contre, les prix immobiliers au mètre carré ne sont pas élevés. Donc, nous qui n'avons pas beaucoup d'argent de côté, ça va nous permettre de rembourser notre premier prix immobilier facilement en faisant un emprunt à la banque. Moi, j'avais, du coup, avec les petits travaux saisonniers, à côté de l'IUT, le soir, moi, je faisais de la livraison avec Deliveroo. J'avais mon petit sac, je montais sur mon VTT, je m'étais dit que ça me permettrait de faire du sport et en même temps de gagner un peu de sous. Et surtout que, comme je sortais beaucoup, de toute façon, j'avais pas trop le choix. Et du coup, j'avais un petit apport, genre, je crois, 7-10 000 euros, enfin, grand max. Et Pierrot, pareil. Et donc, du coup, de toute façon, il fallait qu'on trouve un marché immobilier qui soit pas cher. Et du coup, il va dans le Périgord. Il fait des visites pendant une semaine d'appartement. Et au bout d'une semaine, il me dit non, Hugo, je vois rien et tout. Et puis le dernier jour, c'est pas pour du storytelling, c'est réel, ça s'est passé comme ça. Il voit un panneau un moment sur un balcon, appartement à vendre. Il regarde les annonces sur Sarlat, sur le Bon Coin. Et là, il se rend compte que c'est tel appartement. Les photos étaient horribles. Ça faisait des mois que c'était à vendre, donc généralement quand t'as un bien qui est à vendre depuis des mois sur les plateformes, généralement c'est pas bon signe. C'est parce qu'il y a un truc, soit le prix est pas bon, soit il y a une catastrophe, etc. Bref, mais il visite quand même, parce que de toute façon ça fait une semaine qu'il est dans le Périgord avec ses parents presque pour ça. Il dit vas-y, je vais visiter. Et on trouve la fameuse première pépite. 63 000 euros net vendeur, donc c'est un tout petit investissement pour les débutants en immobilier, c'est le genre de montant qui est très bien. Avec travaux, on fait nos recherches par rapport au potentiel touristique. Et Pierrot me dit Hugo, j'en ai parlé avec mes parents, on va faire plus de 15 000 euros de loyer par an. Je lui dis non, mais Pierrot, tes parents, ils ont fait ça à La Rochelle. Là, on est dans le cœur du Périgord, mec. Ça va pas du tout avoir le même potentiel, tu vois. Il me dit je te jure, Hugo, que c'est vrai, il faut que tu viennes visiter. Là, moi, je suis à Nantes. Lui, il est dans le Périgord. On est le vendredi soir, le vendredi après-midi, je crois. Il me dit, faut que tu viennes visiter. Par contre, franchement, c'est une opportunité de dingue. Faut qu'on fasse l'offre ce week-end. J'ai pas, même si ça fait longtemps que c'est à vendre, je veux pas qu'on passe à côté. Je dis non, mais Pierrot, moi, je suis en alternance. Donc là, je suis en alternance à ce moment-là. Je suis en entreprise. Est-ce que je suis en alternance ou je suis en stage? Je sais plus. Bah non, on est encore à l'IUT. Donc non, je suis en stage. Je lui dis bah écoute, moi ça va, c'est pas possible, je suis à Nantes, t'es dans le Périgord, il y a 8 heures de route. Il y a 8 heures de route. Il me dit non mais regarde l'heure qu'il est sur ta montre, il y a 8 heures de route, ça veut dire que si tu pars dans l'après-midi,
t'arriveras au beau milieu de la nuit. Mais mec, je vais pas faire un aller-retour, genre... Vraiment, tu vois, je lui dis, je vais pas faire un aller-retour pour visiter un appart. Il me dit, bah mec, à un moment, va falloir bouger, quoi. Cul, hein. Bah, du coup, bah, je prends ma petite voiture et me voilà parti, tu vois. Dans le Périgord, 8 heures de route pour aller visiter un appart. Du coup, j'arrive dans le Périgord et tout, on visite, je dis, bah ok, vas-y, let's go. Si tu le dis qu'on va faire plus de 15 000 euros de loyer, moi, j'y crois pas trop. En bénéf direct sur un an. Ouais. En faisant du Airbnb, de la location saisonnière. Ah oui, attention, pas de la location à l'année, de la location aux touristes. Ouais, j'ai pas précisé. Okay. De la location aux touristes. Et en fait, du coup, on achète notre premier appart. Gros travaux, on n'a pas les moyens de payer des artisans. Donc, on commence à s'organiser sur nos périodes de vacances pour faire un peu de chantier. On se fait aider par nos parents, par mes grands-parents, mon grand-père qui est très bricoleur. Et on rénove ce premier petit appartement avec les moyens qu'on avait comme on peut, et on met en location. On trouve notre première concierge, avec qui aujourd'hui je travaille toujours, et qui est emblème de l'entreprise Oscar, Latifa. Ça fait du coup 6 ans. 6 ans que je travaille avec Latifa, et c'est comme ça que j'ai rencontré la première concierge, avec ce premier petit appartement. Et la première année, donc, on fait les travaux, on meuble bien, la banque nous fait confiance, on trouve Latifa comme concierge, qui est quasiment le plus important si on veut que ça se passe bien pour les locations, parce que nous on vit pas sur place, donc il faut quelqu'un pour s'occuper de la rotation, tu vois, des ménages, tu vois comment ça se passe dans un Airbnb. Et là on fait plus de 20 000 euros. Première année, plus de 20 000 euros de loyer, avec un prêt de 70 000 euros, je crois. Ça fait un rendement, je suis pas bon en maths, mais ça fait un rendement costaud. En immobilier, c'est énorme. En gros. Donc vous avez fait entre 10 et 15... Combien tu m'as dit 10 000 20 000. Ah, vous avez 20 000, c'est plus que ce que vous pensez. Ouais, on fait 20 000. On fait 20 000, je crois, de revenus bruts avant de déduire les ménages et tout, tu vois. Mais on fait 20 000. Et la banque, du coup, on a un crédit par mois de 450 euros. Et je crois qu'il nous reste quasiment 900 euros dans notre poche tous les mois. C'est, en immobilier, c'est pour ceux qui écoutent et qui connaissent un petit peu, c'est quand même des performances qui sont difficiles. Après, il est fini là, de payer cet appartement. Alors non, en fait, quand tu fais un prêt comme ça, chez le prêt, il est minimum sur... Nous, c'est 17 ans, par exemple. D'accord. Donc, tu vois, c'était il y a 5-6 ans. Donc, il va me rester 10 ans, quoi, en gros, à rembourser. Mais en attendant, ça te fait de la trésorerie, en fait, en permanence. Et donc, une fois que tu as validé le fait que tu étais en capacité de tenir un projet immobilier de A à Z, donc de la phase chantier à exploitation, machin... Tu peux en faire d'autres. Tu retournes voir la banque, et là, la banque, potentiellement... Alors, attention, c'est pas comme ce que vous entendez sur Internet, salut à toi, jeune entrepreneur, tu deviens rentrer en deux... Non, la vraie vie... Enfin... On peut faire des belles choses avec l'immobilier, mais attention à ce que vous entendez sur Internet. C'est le chemin est long, périlleux, et c'est pas bling bling comme ça en claquant des doigts. En tout cas, quand tu réussis un projet, la banque peut te faire confiance par la suite, en prenant quand même des pincettes sur ce que je vais dire, parce que ça va dépendre aussi beaucoup de votre situation personnelle, dans le sens où moi, quand je commence à faire le deuxième achat, je suis en alternance dans une belle entreprise, dans l'immobilier. Mes revenus commencent à être corrects pour mon âge, et donc ça facilite quand même l'obtention d'autres prêts, tu vois. C'est pas les États-Unis, ou en tout cas, voilà. Et donc on fait un deuxième, ça se passe bien, un troisième, un quatrième, un cinquième, et là ça enchaîne. Tu vois, là, une fois que t'as compris... Bah, ça s'arrête plus. Non, aujourd'hui, j'ai 5 petits biens, mais qui sont sur 3 secteurs différents. Donc, j'en ai 2 dans le Périgord à Sarlat, 2 en Charente-Maritime, là où habitent mes parents, mes frères et sœurs, en bord de mer, et 1 dans les Alpes, à côté de Megève. Donc, tout ça en l'espace de 5 ans, tu vois. Et j'ai pas hérité, j'ai tout fait avec la force de mes bras, de mon travail, etc. Et vous savez, à un moment, je vous ai dit... Pour prévenir, il me reste 10 minutes. Ok, ça marche. À un moment, je vous ai dit que, en fait, vous pouvez avoir les meilleurs diplômes du monde, le meilleur bagage scolaire, etc. Mon beau-père m'a toujours dit, c'est avec du travail qu'on fait les choses. Et je peux vous assurer que c'est réel. Genre, là, moi, je commençais à avoir des revenus en tant que salarié, puisque je travaillais chez un promoteur immobilier qui était correct. Mais en fait, si je m'étais pas donné les moyens, littéralement, de louer un camion chez Super U,
d'aller récupérer les commandes en drive chez Ikea tout seul de Nantes pour descendre dans le Périgord. Vous voyez la taille de mes bras, soulever le canapé tout seul pour le mettre dans le camion. Faire le chantier du samedi matin 9h jusqu'au dimanche soir 19h que vous reprenez la route pour arriver à 2h du matin. Ouais. Tu vois. Et t'avais quel âge quand t'as fait ton premier bien, celui du Périgord là? 20 ans. Déjà, 21 tu vois, ans. déjà 21 20 ans. 21 ans. 21 déjà, tu vois. Ouais. Moi, 21, j'étais au bar du Longchamp, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc en fait, il y a ce truc-là aussi de prendre des risques dès cet âge-là, de se dire, ok, d'avoir cette ambition, d'avoir ton pote aussi, je pense que c'est intéressant Tout d'être à seul, je deux. l'aurais jamais fait. Voilà. Et ça, c'est ça qui est fort aussi dans ce que tu expliques. C'est d'avoir cette volonté, outre le courage, outre le travail, etc., la volonté, tu vois, d'y aller. Ouais, et c'est la résilience dans l'effort. En fait, faire, par exemple, je vous donne l'exemple des appartements, faire un appartement, c'est faisable. Faire 2 appartements, c'est faisable. Mais en fait, tu dois toujours te faire mal dans le temps. Et donc, les projets s'enchaînent. Et c'est là où je me dis, à chaque fois qu'un projet se passe bien, c'est parce que je trouve un bon concierge. En fait, une personne sur place qui est auto-entrepreneur et sur qui je peux avoir confiance 365 jours par an pour s'occuper de mes appartements. Latifa, la première concierge du Périgord, à qui je dois beaucoup, en fait, c'est quelqu'un qui aujourd'hui compte beaucoup pour moi au-delà du cadre de travail, me dit au bout de quelques temps, elle me dit, tu sais Hugo, moi quand j'en parle avec mes enfants, je fais beaucoup de ménage et tout ça dans les Airbnb, mais ils m'ont demandé pourquoi je créerais pas ma conciergerie, parce que moi, en fait, en parallèle de mon travail, des investissements immobiliers que je faisais, je crée une première société commerciale dans laquelle, grâce au bouche à oreille, je commence à gérer des biens pour le compte d'autres propriétaires. Ok ? Et en gérant les biens d'autres propriétaires à Sarlat, les enfants de Latifa, du coup, l'interrogent, pourquoi maman, tu ferais pas pareil qu'Hugo ? Genre, tu travailles comme une dingue toute la journée à faire des ménages, etc. Et tu gères pas les biens immobiliers. Parce que quand tu gères des biens immobiliers, tu touches des honoraires de gestion ou des commissions. Ok ? Et en fait, c'est des revenus récurrents en tant qu'entrepreneur que tu obtiens au fur et à mesure du temps et qui te permettent d'être serein sur ton avenir beaucoup plus que quand tu travailles qu'à la force de tes bras, tu vois. Et quand tu atteins un certain âge, par exemple, tu te rapproches de ta retraite, quand tu fais que du ménage en tant qu'auto-entrepreneur, ça peut devenir très dur. Et en plus, tu es payé par rapport à ton effort et ton temps de travail, chose que tu n'as pas avec des honoraires de gestion. Et donc, la Tifa me dit, ouais, mes enfants, ils m'ont dit ça et tout en rigolant. Et en plus, moi, je connais plein de monde et il y a des propriétaires qui me demandent que je gère pour eux. Du coup, moi, sur le coup... Ah non, donc, elle dit ça... Enfin, elle me dit ça et elle dit ça aussi à Pierre, mon associé de l'époque avec qui j'achetais les appartements. Et là, du coup, on lui dit, tu nous passes les contacts de propriétaires qui veulent gérer et nous, on te redonne un petit cashback, une rétro-commission, dès que tu nous apportes les contrats, parce que Latifa me dit, moi, l'administratif, le back-office, la gestion immobilière et tout ça, je sais pas comment ça marche, Hugo. Mais j'ai des propriétaires qui me demandent à ce que je gère les biens pour eux. Je dis, ok, let's go, moi, je te donne une rétro-com en plus de ton forfait ménage. On commence comme ça, et là, je me dis, mais en fait, le business, il est énorme. Genre des gens qui connaissent bien leur commune, qui sont courageux, sur qui tu peux avoir confiance, etc. Il y en a partout, sauf que des gens qui peuvent être en capacité éventuellement de connaître l'immobilier, structurer une entreprise, créer une marque, faire de la gestion. Il n'y en a pas partout. Ça devient chaud, tu vois, ça devient très chaud. Et moi, je le dis souvent à mes concierges en rigolant, tu me donnes un balai, une serpillière, et tu me demandes d'être assidu pour faire du ménage para-hôtelier, en location saisonnière, je suis une bille, tu vois. Mais par contre, la gestion immobilière, c'est mon dada, c'est mon truc, tu vois. Mais tout ça pour dire qu'en fait, Oscar est né de ça, et Oscar est né du temps que j'ai consacré à l'immobilier depuis mes 20-21 ans, en fait. Genre, tu peux pas prétendre, enfin, je pense pas, tu vois, à part des petits génies, tu vois, des petits génies, ça existe. Non, mais et puis même, il y a le petit génie, mais le petit génie, il a pas forcément l'expérience. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. T'es obligé d'avoir de l'expérience, de faire des conneries, de prendre des coups de poing en tant que jeune qui veut découvrir l'entrepreneuriat dans un premier temps, et comme toi en boxe, tu vois. T'es obligé de connaître ton corps. Le petit génie, il a pas fait 8 heures de route à 4 heures du matin pour aller dans le Périgord. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il faut évidemment, il faut
un background, comme on dit. Ouais, et il faut accepter le jeu du temps, en fait. Et c'est ça tout l'enjeu de ce qu'on se raconte aujourd'hui, et ça laissera peut-être la place à un autre podcast par la suite, j'en sais rien. Mais en fait, la notion du temps, peut-être que toi, tu l'as en tant que sportif. Mais évidemment, tu sais, aujourd'hui où j'en suis dans ma carrière, tout ce que j'ai pu accomplir, etc., ça a été en fait, tout simplement de la régularité. Et essayer de toujours, sans arrêt, comment dire, être assidu, en fait. Être assidu, des fois se dire, putain, aujourd'hui, là, ce que j'ai fait, est-ce que ça va servir à quelque chose? T'as la flemme d'y aller, mais tu le fais quand même, tu vois. Et en fait, derrière, ça se paye des années plus tard. Quand tu vois aujourd'hui, tu vois, j'ai commencé la boxe à 12 ans. Voilà, et aujourd'hui j'en ai 26. Ton palmarès, j'ai un palmarès énorme, tu vois, parce que j'ai fait les bons choix, et j'ai été, comme on dit, assidu. Et comme voilà, comme tu dis, le temps, évidemment, il faut pas trop se précipiter. Dès que tu te précipites, après, c'est mort. Voilà. C'est mort. Et tu vois, donc toi, tu as ton palmarès. Moi, je suis encore un tout petit entrepreneur et sans aucune prétention. Tous les grands entrepreneurs le disent, c'est un chemin semé d'embûches, ça dure très longtemps, il faut être très résilient. J'ai commencé avec un petit appart dans le Périgord, Oscar a à peine 1 an. On va passer d'ici peu de temps, je pense, la 50aine de biens en gestion, tu vois. Donc c'est une petite entreprise, parce que 50 biens les gens qui connaissent l'immobilier savent que c'est une petite entreprise. Mais on est présent déjà au coin de la France. On vient d'avoir notre premier bien dans l'est de la France, pas très loin du Luxembourg, sur la Côte d'Azur, les Alpes, le Périgord, la Charente-Maritime, la Bretagne. C'est exponentiel. Ouais, c'est exponentiel. Mais tu vois Oscar, il y a des gens, ils m'appellent, ils me disent oh là là, en 1 an, vous avez fait tout ça. Mais en fait, j'ai pas tout fait ça. Tu fais ça parce que tu pars d'un point 0, tu fous les gants de boxe à 6 ans quand t'es gosse, et tu deviens champion de New York et les Golden Glove. Tu vois, en fait, l'entrepreneuriat. Il y a cet aspect-là dans la boxe aussi. T'es un auto-entrepreneur un peu, hein. T'es auto-entrepreneur, c'est vrai. Tu mises sur toi, tu fais des investissements sur toi-même, tu fais des sacrifices. Et puis aussi, même un boxeur, bah écoute, il est maître de son image, hein, ça reste un sport spectacle. Il faut savoir se vendre, il faut trouver des marchés, des sponsors, il faut se bouger le cul. T'endosses aussi cette étiquette, enfin ce rôle d'entrepreneur. C'est pour ça que c'est très similaire dans ton parcours, quand tu me racontes les galères, les machins, les trucs. Mais en fait, au final, tout se rejoint, tout se lie, tu vois. Exactement. En termes de philosophie et d'état d'esprit, où je pense que la vie d'un entrepreneur peut être parfois proche d'un sportif haut niveau, ou en tout cas professionnel, dans le sens où c'est beaucoup de résilience, c'est que de l'échec. Alors ça, c'est peut-être la différence à la rigueur peut-être d'un sportif de haut niveau comme toi qui va réussir ses combats, mais à la rigueur l'entraînement et l'échec, tu vois ce que je veux dire. Enfin, tu te fais massacrer. J'ai perdu des combats, hein. Ouais, et puis t'as perdu. Voilà. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a des combats que j'ai perdus. Je suis content de les avoir perdus. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait me remettre totalement en question. Tu vois, la fois que je t'ai raconté, je suis revenu après 2 ans. J'ai pris un mec, je me suis dit c'est bon, je vais le battre. J'étais invaincu, j'avais 12 combats, 12 victoires. J'ai pris un gars qui était super bien classé, 100 fois mieux classé que moi, qui avait beaucoup plus d'expérience que moi. J'y suis allé la fleur au fusil, sans entraînement réel. J'ai pris une branlée. Et derrière, je me suis dit quoi ? Putain, plus jamais je perds comme ça. Je vais tout faire pour remporter tous mes combats, ne plus jamais perdre comme ça, m'y mettre à fond, etc. Donc en fait, même les moments où tu chutes, toutes les épreuves, quand j'étais aux États-Unis, il y avait des mois, je me suis retrouvé à moins 500, moins 1000 euros sur mon compte. Je sais pas si tu te rends compte. J'avais ma femme qui était enceinte. J'étais dans un pays dont je maîtrisais pas la langue, dont je connaissais pas la culture. J'étais là-dedans, je me battais tous les jours. J'allais me tabasser au fin fond du Bronx contre des mecs énervé, tu vois, pour au final 2 minutes, vraiment 2 minutes. J'allais me taper, enfin tu vois, c'était difficile tous les jours. J'ai dû faire des sacrifices tous les jours. Tous les jours, je me réveillais avec presque la boule au ventre, mais je savais pourquoi je le faisais, tu vois. Je le faisais bien sûr. Pour tout ce qui me... Non, parce que là, je le faisais pour tout ce qui m'arrivait aujourd'hui. Mais quand je regarde tout ce que j'ai fait, quand je regarde toutes les épreuves que j'ai eues, putain mec, mais je me dis, je suis tellement content de les avoir traversés. Et tu sais que moi, et c'est que le début, par rapport à tout ce que j'ai vécu, à un moment, je suis salarié, je suis cadre dans une belle entreprise, mais réellement, j'ai le statut cadre à 23, 24 ans, je crois, chez le promoteur. Une belle voiture que j'ai choisie sur un catalogue. J'ai tout qui me va bien, mais j'ai besoin de challenge, et je me retrouve à me lancer à temps plein sur Oscar.
et tu te trouves dans une situation, des fois, qui peut paraître inconfortable. T'as plus de revenus salariés tranquilles, tu repars à zéro, mais en fait, toute ta vie d'entrepreneur ou de sportif de haut niveau est soumise à te mettre en risque et péril pour aller plus loin. En fait, et moi, faut pas avoir peur. En fait, c'est ça. Vas-y, je te laisse finir. Vas-y, finis. Ouais, mais je pense qu'à un moment donné, il faut accepter, quand on est jeune, de pouvoir prendre des risques mesurés, s'engager. Voilà. Et vous ne risquez rien. Tu risques rien. Vous êtes français, allez-y. C'est ça. Mais haut la main, genre. Vous pouvez y aller. Mais par contre, résilience. Long terme, bien sûr. Terme. Et aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que tu vois. Merde, putain, je voulais dire un truc très important. Oui, voilà, c'est ça. C'est, les gars, putain, prenez des risques. En vrai, hein, ça peut être too much ce que je veux dire. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, on n'a rien à perdre. Il faut pas avoir de regrets. Aussi, il faut pas avoir peur des fois de se retrouver dans la merde, dans des situations très inconfortables. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est là en mode ah, mais non, mais moi, j'ai abandonné un travail. J'ai abandonné un travail, le travail chez Michel, où j'étais nourri, logé dans une villa de luxe. J'avais une voiture de fonction incroyable. T'aurais pu t'arrêter là. J'avais un taf incroyable. Ouais. Et j'ai tout quitté pour aller sans thune comme ça, avec mes couilles et mon couteau, dans les États-Unis, habiter dans le ghetto pour vivre mon rêve. Et derrière aujourd'hui, mais je remercie le bon Dieu parce que les gars, si vous faites un effort, croyez-moi, si vous faites un effort et que vous avez foi en ce que vous faites et que vous êtes jeune, mais donnez-vous les moyens pour pas avoir de regrets plus tard, parce que je vous promets les gars que sinon vous allez regretter, et dans tous les cas ça va vous faire grandir, même si vous n'arrivez pas à avoir eu ce que vous voulez avoir, au final ça vous crée des opportunités, ça va vous ouvrir des portes. Voilà ce que je veux dire. Bon, je serais pas mieux en conclusion. Merci d'avoir suivi notre premier podcast. Alors on est des amateurs, on s'excuse, mais ça se trouve on va progresser, ça se trouve ça va vous plaire. C'est ça. Mettez-le en commentaire, parce que je pense que c'est comme ça que ça se passe, ça sera sur YouTube. Voilà. Mettez-le en commentaire. Abonnez-vous si vous voulez, Baptiste Centaure. CHVL. Voilà. Pour moi, ça va avoir un énorme impact si vous me suivez sur Instagram. Pas mon compte perso, mais le compte de l'entreprise Ostcare France. Suivez-nous. Si vous avez besoin de quelqu'un pour gérer votre bien immobilier, exactement. On est présent déjà dans quasiment presque partout en France en l'espace de moins d'un an. Donc merci d'avoir suivi le podcast. Et si ça vous plaît, on s'est présenté, on vous a abordé les sujets du temps long. Mais s'il y a d'autres choses qui vous plaisent, n'hésitez pas, on peut aborder des termes liés. Allez, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Les gars, c'est passé.